Je vais commencer cette présentation, qui est une présentation concernant les activités du cèdre, le rôle du cèdre exactement, au travers d'un retour d'expérience où on va survoler quelques accidents auxquels le cèdre a pris part en tant que support à la décision. On va aborder le charbreau, notamment, le charbreau qui a été évoqué par Monsieur Garot ce matin comme étant sa première affaire, me semble-t-il, en 1993. On abordera aussi l'Aix Liberator, le MSC Napoli, le MSC Flaminia, et enfin le Grande America. On verra un peu comment le cèdre a travaillé sur ces éléments. Donc on voyage dans le temps et on commence par d'abord le siècle dernier avec le Charbreau. Charbreau qui est un navire alors que vous voyez là sous sa nouvelle livrée post-accident, c'est une photo de 1994. Régulièrement, quand les navires ont des petits soucis d'accidentologie comme ça, eh bien, on leur change le nom très rapidement après. C'est arrivé pour le CSL Virginia, par exemple, en 2018, qui a changé de nom aussi. Donc là, vous voyez avec un nouveau nom, Ursula Delmas, mais c'est bien le Charbreau dont il s'agit. Un navire donc qui a rencontré une météo très très dégradée alors qu'il allait du Havre à Montoire le 8 décembre 1993 et alors qu'il est à 60 nautiques ouest de Cherbourg et il rencontre ce qu'on appelle dans le jargon maritime des vagues scélérates. Il rencontre deux coup sur coup qui entraînent un désarrimage d'une partie de la cargaison et ce navire perd très vite beaucoup de boîtes, il en perd 88 exactement. Et il est décidé de faire transiter ce navire vers le port de Brest parce que les vagues scélérates n'ont pas fait que désarimer les conteneurs qui sont tombés à l'eau, mais l'intégralité de la cargaison a été complètement déséquilibrée et il a donc été décidé d'acheminer ce navire sur Brest pour renforcer donc l'arrimage de sa cargaison. Alors, sur les 88 boîtes qui sont parties à l'eau, 10 contenaient des dangereux, des substances nocives potentiellement dangereuses. Sur ces 10 boîtes, essentiellement, 5 se sont révélées particulièrement dangereuses pour l'environnement marin. On avait en gros 4 boîtes de pesticides, de Lapron Plus et une boîte de pesticides Ridomil. Le tout pour un volume global de 7 tonnes et demie. On avait aussi, vous le voyez, d'autres boîtes contenant notamment de la nitrocellulose, du dichlorométhane, du méthylcétone, du soufre et du phénol. Et donc, toute cette cargaison est partie à l'eau et les conséquences, enfin, le but était de limiter les conséquences des éventuelles atteintes à l'environnement marin dans le cadre de cet accident maritime. Donc, le but, c'était d'abord de voir quelles étaient les atteintes à l'environnement marin, ensuite de localiser les conteneurs, les détectés comme étant les plus dangereux, donc c'était essentiellement ceux contenant du pesticide, et ensuite de lancer une opération aéromaritime, donc sous l'égide du préfet maritime, afin dans un premier temps d'entamer des actions de détection et de monitoring, et puis ensuite de tenter de récupérer les boîtes. Donc une boîte a été retrouvée, elle a été remorquée, une boîte a échoué, et les autres boîtes se sont disloquées, libérant de très très gros volumes de sachets de pesticides. C'était des petits sachets de 10 grammes de pesticides. Il y en avait, vous voyez, des volumes assez impressionnants, 180 000 sachets par boîte. Et donc ces sachets se sont échoués peu à peu, en l'espace de 4 à 5 marées sur différentes plages, notamment les plages du Touquet, les plages de Berck, mais également aux Pays-Bas et en Allemagne également, me semble-t-il. Et sur l'ensemble, on estime que 10% n'a pas été récupéré. Alors le rôle du cèdre là-dedans a été essentiellement de déterminer quelles étaient les possibles atteintes à l'environnement. Donc William Giraud ce matin vous expliquait quel était son cheminement pour intervenir, pour
pour faire face à ce type de ségrégation finalement dans l'ensemble des dangereux. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait tout simplement une étude de la documentation. Dans un premier temps, la documentation immédiatement accessible. En général, c'est la documentation du bord. Et puis, peu à peu, eh bien, on cherche à avoir d'autres informations qui ne sont pas forcément détenues à bord, qui peuvent être détenues soit au sein des compagnies, des affréteurs, soit des chargeurs directement. Le but étant de pouvoir déterminer, de remonter le plus possible la piste de la production pour déterminer quel est le degré de nocivité des produits dangereux au contact de l'environnement marin. Voilà. En parallèle de ça, on a également travaillé sur les dérives qui ont permis d'estimer où se diriger les boîtes. Vous avez vu ce matin avec William Giraud qu'il y avait des modélisations qui ont été effectuées. Vous avez affaire là à une deuxième modélisation qui a été, on va dire, une modélisation maison. Puisque à l'époque, on n'avait pas le logiciel MOTI dont parlait le préfet maritime à l'instant. On avait uniquement des petits modèles de dérive qui n'étaient pas très détaillés. Et donc, ce qui a été décidé à l'époque, c'est de combiner l'ensemble des modèles de dérive qui étaient disponibles et facilement exploitables, à savoir un modèle de dérive français, un britannique et un néerlandais. Et on a donc combiné l'ensemble des données afin de pouvoir diriger correctement les avions sur ces conteneurs pour leur permettre de faciliter leur localisation. On y a ajouté en plus des calculs de prise au vent qui ont été déterminés en fonction du coefficient de flottabilité des navires, pas des navires, des conteneurs. Ces coefficients de flottabilité, eh bien, on les avait eus en fonction des éléments que nous avions recueillis auprès des producteurs de pesticides. Et c'est ce qui a donné finalement naissance en 1994 au fameux, entre initiés hein, bien sûr, au fameux modèle MOTI, qui est le modèle océanique de transport des hydrocarbures et qui est maintenant décliné sous plusieurs formes, non pas seulement les hydrocarbures, mais également les naufragés, les objets à la mer, comme les radeaux de survie par exemple, mais également les conteneurs. Et ce modèle MOTI s'affine année après année. Mais on peut dire que cette affaire de Sherbro, c'est vraiment l'ancêtre. C'est ce qui a permis de lancer officiellement la mise en production de MOTI, qui est un logiciel qui est maintenant utilisé par les CROSS, hein, par tous les MRCC français, et par aussi le CEDRE, dès lors qu'il s'agit d'effectuer des dérives d'hydrocarbures ou de produits chimiques. Donc, pour ce faire, on travaille en étroite collaboration avec Météo France. Hein, c'est Météo France qui nous génère le MOTI. On travaille main dans la main à ce sujet. On est lié par une convention. Et chaque année, je vais dire qu'à chaque pollution, finalement, on en profite pour retirer de l'expérience de la pollution qu'on a suivie ou qu'on a subie. Et puis, on améliore ce modèle qui est parfois perfectible, notamment au niveau équatorial, mais qui est qui est très efficace dès lors qu'on se trouve sous nos contrées tempérées. Voilà, je passe au Leix Liberator. Alors, le Leix Liberator, un navire, donc là on est en 2002, là on est à ce siècle, cette fois-ci, on est sur un navire qui donc vous avez normalement sa photo, voilà, un navire qui se déplace de Bremerhaven et qui rallie les États-Unis. Il va à Charleston, il transporte environ 3000 boîtes à son bord. Et le 2 février 2002, assez loin à ouest de l'île de Sein, puisqu'on est à 120 nautiques de l'île de Sein, le navire est pris dans une météo assez dégradée. Et bien, un peu pareil que pour le Sherbro, il se trouve avec une perte de cargaison, hein, et 60 boîtes partent à l'eau. Alors sur ces 60 boîtes, il y en a une essentiellement qui est intéressante entre guillemets pour
au niveau de la gestion de crise, c'est une boîte qui est un open top. Un open top, c'est un conteneur, mais dont il manque le toit. Enfin, il y a juste une couverture, une bâche, une sorte de bâche en gros plastique sur cet open top. Et donc, cette boîte contient trois citernes jaunes. Là, vous en voyez une qui flotte en surface. Trois citernes jaunes avec un IMDG, un code IMDG à 4.2. Donc, ce sont des matières dangereuses, spontanément inflammables et réagissant violemment au contact de l'eau. Voilà. L'histoire nous dira plus tard qu'il s'agit de zinc diéthyltoluène et de iodure de diéthylaluminium. Vous excuserez, mais ma prononciation en la matière n'étant pas un grand chimiste, mais plutôt un juriste. Les citernes sont repérées enfin voilà, dans les 48 heures. Régulièrement, les avions de la patrouille maritime de la Marine nationale survolent les citernes et les jours suivants, en revanche, les citernes ne sont plus suivies. On en perd la trace. Voilà. Alors les conséquences, c'est toujours les mêmes. Il faut éviter d'aggraver le danger pour l'environnement maritime. On va donc déterminer ces dangers. On va lancer en parallèle des dérives pour tenter de les localiser. Le but étant bien évidemment de les récupérer en toute sécurité, ce qui n'est pas une chose aisée vis-à-vis de ces produits, enfin de ces tanks, hein, enfin de ces citernes dont on ignore tout. Et donc il va falloir savoir si on peut les monter à bord du navire ou s'il est préférable de les laisser à la remorque, comme vous le voyez sur ces images. Et c'est ce qui va être décidé. Suite à des contacts entre le Cèdre et les producteurs propriétaires de ces citernes, c'est qu'il était préférable d'avoir une manutention assez éloignée de l'homme en la matière. Hein. Donc c'est pour ça que ces citernes ont été remorquées sur le port de Brest à distance et non pas montées à bord du navire récupérateur. Donc elles ont été récupérées le 8 février, le 10 février, et acheminées sur le port de Brest le 11 février. Vous voyez là les photos, enfin deux photos montrant donc les opérations de manutention sur le port et ensuite la mise dans un camion spécifique de transport de matières dangereuses afin de les réacheminer en Belgique, là où était leur lieu de stockage et de production. Voilà, alors le rôle du Cèdre a été un rôle là aussi, toujours un rôle de fin limier qui s'associe avec aussi d'autres acteurs. Je pense notamment au LASEM, hein, le laboratoire de la Marine nationale, qui est spécialisé et qui est composé de pharmaciens en très grande partie et de vétérinaires aussi, et qui est un acteur avec lequel on travaille beaucoup. On est toujours dans des analyses on se met en corrélation pour toutes les analyses que l'on fait en la matière, parce que même si on est dans un domaine scientifique, il est toujours bon d'opposer les conclusions qu'on tire d'une affaire à celles d'un partenaire. Et donc c'est pour ça qu'on va toujours travailler avec le LASEM pour toutes ces problématiques. Donc là, on est sur un processus long également, des documentations de bord qui sont aisément accessibles. Mais en revanche, le fait de pouvoir rentrer dans la vis pointue, de pouvoir vraiment déterminer la nature du produit et également ce que contiennent précisément et les quantités contenues dans les citernes, là, c'est quelque chose de plus dur. Et vous voyez, 5 jours après uniquement, 5 à 6 jours après, on obtient les informations nécessaires à l'intervention en mer. Voilà, donc il y a un délai très important. Hein. Entre-temps, les citernes auraient pu s'échouer à terre si le lieu de perte avait été beaucoup plus proche de la terre. Donc, on ne pouvait pas se permettre d'intervenir immédiatement sur ces citernes sans avoir pu classifier finalement le danger. En l'occurrence, il s'agit de citernes qui sont vides, mais non nettoyées. Donc, si elles ne sont pas nettoyées, c'est qu'elles sont susceptibles de dégager des vapeurs, qui sont des vapeurs dangereuses. Et c'est pour ça qu'il a été décidé, comme je vous le disais tout à l'heure, de les éloigner, enfin d'éviter un maximum une prise de contact entre l'homme et la citerne.
Donc c'est le groupement de plongeurs des mineurs de Brest qui est intervenu pour frapper les haussières sur la remorque, hein, finalement sur les citernes, mais ensuite il n'y a pas eu d'autres contacts menés en la matière. Les calculs de dérive ont également ont porté leurs fruits et ont permis, grâce aux informations données par le fabricant, d'affiner vraiment de manière précise la dérive pas de ces boîtes, mais de ces citernes, notamment le fait on a pu déterminer leur coefficient de, surface, pas de surface, de flottabilité, ce qui permet ensuite de régler les logiciels de modélisation afin d'avoir justement une modélisation très fine. Voilà. Et comme je vous l'ai indiqué ici, systématiquement, chacune de nos opérations donne lieu à un rétexte qui permet d'affiner notamment le modèle MODI. Le MSC Napoli. Le MSC Napoli est un navire qui prend la direction. Alors, je me perds un peu dans mes papiers, excusez-moi, je suis. Voilà. Le MSC Napoli, le voici. Donc, un navire qui. Je cherchais son lieu de départ et son lieu de destination. Il part de Belgique, il va au Portugal, il va à Sines, exactement au Portugal. Une affaire qui a défrayé la chronique. On est le 18 janvier 2007, on est en plein procès de l'Erika. Et c'est pour ça que ça a fait des choux-gras de la presse, cet accident, alors qu'il n'a pas spécifiquement touché beaucoup les côtes françaises. Mais malgré tout, il a été fortement médiatisé au niveau français. On est à 45 nautiques au nord de la Bergerac, dans une météo très dégradée, avec des vents aussi à 9 Beaufort, comme la plupart des accidents qu'on a vus jusqu'à présent, avec des vagues très importantes, hein, puisqu'on passe de l'océan Atlantique à la Manche, donc avec des fonds qui sont très faibles en Manche, hein, donc qui génèrent beaucoup de houle, avec des fréquences, des périodes très, très, très proches. Donc on a des vagues très, très importantes. Et ce navire a une voie d'eau au niveau de la machine et passe en blackout total. Donc cette voie d'eau entraîne une déformation de la structure du navire et même une brèche. Et le navire prend l'eau, tout simplement. Et il conduit son capitaine à décider d'abandonner le navire. Il est donc décidé de remorquer, là on est toujours sous l'aire de la zone de responsabilité française, le préfet maritime de l'Atlantique décide de remorquer le navire. Il s'entend avec les autorités anglaises par rapport aux conditions météo, par rapport aussi aux conditions de port-refuge. On cherche un port qui est abrité des vents dominants, qui est donc orienté plein est. Et les autorités françaises et anglaises s'accordent sur un petit port qui est, on va dire, au plein nord de Cherbourg, à l'ouest de l'île de Wight, le port de la presqu'île de Portland, qui est un port qui réunit vraiment toutes les conditions, avec en plus beaucoup d'infrastructures routières qui permettront ensuite d'alléger le bateau, de faciliter les modalités logistiques de déchargement du navire. Donc direction Portland avec ce navire qui part en remorque. Et ça se passe de plus en plus mal. La météo passe de 9 à 10 Beaufort. On a des creux qui augmentent et un navire qui prend de plus en plus l'eau. Et en prenant de l'eau, il prend de la gîte, forcément. Et cette gîte conduit le navire à perdre un paquet de boîtes, puisqu'il en perd une centaine, 103 boîtes qui sont perdues. 56 iront s'échouer sur les côtes britanniques et 47 d'entre elles vont couler. Tout à l'heure, on vous l'a dit, hein, un conteneur naturellement coule, sauf s'il est équipé s'il est chargé par du matériel de faible densité. Là, en l'occurrence, 47 de ces conteneurs étaient avec des matériels de lourde densité et ils sont passés par le fond. Donc, pas de danger immédiat pour l'environnement qui avait été détecté. Mais une petite pollution par hydrocarbures qui n'avait pas été vue. On va dire qu'elle a été un peu exclue, entre guillemets, ou pas vue par la cellule de crise ou par les cellules de crise britanniques et françaises. Et donc, on aura une petite fuite de carburant
de fioul de propulsion qui viendra s'échouer ultérieurement dans les Côtes d'Armor au niveau de Guimae qui est Plougascan. Quelques photos des opérations de remorquage où on voit bien le navire qui prend une forte gîte tribord et qui n'arrive pas jusqu'à Portland, jusqu'au port de Portland. Et donc les autorités britanniques, là cette fois-ci, puisqu'on est passé dans l'ère de la zone de responsabilité britannique, les autorités britanniques décident d'échouer le bateau là où ils peuvent. Et donc ils l'échouent dans une baie qui s'appelle la baie de Lyme Bay. Et ce navire va rester, je crois, 924 jours posé sur son banc de sable, le temps que l'ensemble des opérations de déchargement du navire soient effectuées et que le démantèlement du navire soit totalement réalisé. En gros, il va être découpé sur place. Et vous voyez qu'on a les boîtes, les fameuses boîtes, les 57 boîtes qui vont s'échouer à terre sur des grandes plages du Devon. Ce qui va poser un énorme problème de sécurité publique pour les autorités britanniques, et c'est dans ce cadre-là que le CEDRE rentrera dans le jeu. Ces 57 boîtes, eh bien, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, et il va falloir décider justement de leur danger, parce qu'on a des populations qui sont, on va dire, des pilleurs, entre guillemets, mais la population anglaise est allée à l'assaut de l'ensemble des boîtes qui étaient disposées sur le sol britannique pour les éventrer et pour récupérer leur contenu. Alors, lorsqu'il s'agit de jouets, ça va. Lorsqu'il s'agit en revanche de produits HNS, de produits des substances nocives potentiellement dangereuses, ça va beaucoup moins bien. Dans ce cadre-là, les autorités britanniques et françaises sollicitent le CEDRE pour éplucher tout simplement le contenu des boîtes. Et là aussi, c'est pareil, on va faire un gros travail de remontée de l'information pour tenter de voir ce qui est dangereux pour l'environnement, pour le personnel, pour les gens, pour les populations, hein, et pour l'environnement marin, et pour les intervenants aussi. Donc, les 187 boîtes font l'objet de 111 pages de manifeste, comme il est inscrit ici sur ce document. Et on se rend compte que le code IMDG ne suffira pas à classifier le danger parce qu'il y a des produits qui ne figurent pas sur le code IMDG, mais qui sont malgré tout dangereux. Je pense par exemple aux CMR. Les CMR qui sont des produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, je crois. Je pense aussi par exemple aux PBT qui sont des substances qu'on appelle substances préoccupantes, bioaccumulables et toxiques. Et alors je l'ai marqué, oui, les VP, VB, qui sont des substances préoccupantes très persistantes et très bioaccumulables. Donc on a décidé de cumuler, de conjuguer l'ensemble de ces éléments, donc IMDG, les risques aussi pour l'homme et pour les bioaccumulations. On a aussi utilisé les profils du GESAMP. Alors le GESAMP, c'est un organisme très particulier d'experts indépendants qui est au service de l'OMI et qui apporte son concours sur tout ce qui concerne la protection de l'environnement marin. Donc le GESAMP sort régulièrement tient à jour des listes de produits qui sont susceptibles d'être dangereux pour l'environnement marin. Donc on a également combiné le listing GESAMP et on a pris également les risques subsidiaires qui pouvaient découler des risques primaires. Et on a travaillé sur aussi les masses de produits pour combiner donc tout cet élément, tout cet ensemble. Et on en a sorti une liste qu'on a comparée avec enfin on l'a adressé cette liste à nos collègues du LASEM, donc Marine nationale, mais aussi de l'INERIS. L'INERIS qui est l'Institut national du risque industriel et qui relève du UMTE, et avec lequel on a aussi de très très bonnes relations par l'intermédiaire de la CASU, qui est la cellule d'aide aux situations d'urgence. Et donc on a, en se mettant autour d'une table, et ben on en a déduit qu'on avait 34 boîtes qui étaient susceptibles de présenter un danger pour les populations. Et donc ce listing de 34 boîtes a été transmis aux autorités britanniques qui ont associé chacune des boîtes à un code couleur, et ce qui a permis ensuite de faire les opérations de maintien de l'ordre, c'est-à-dire de marquer clairement les boîtes, d'en interdire l'approche.
Et donc, ça a permis ensuite de retirer correctement et en toute sécurité ces boîtes des plages britanniques. Le Flaminia. Flaminia, on en a parlé tout à l'heure. Flaminia, c'est un navire qui va de Charleston, donc aux États-Unis, et qui se rend à Anvers, et qui perd le 14 juillet 2012, vraiment très loin d'ici, hein, puisqu'on est à 1000 nautiques à l'ouest de Landsend, c'est-à-dire au bout de la Cornouaille anglaise, donc 1000 nautiques à l'ouest de Landsend. On a ce navire qui prend feu. Un accident d'une violence importante, puisqu'on a un incendie qui va durer 9 jours, qui va se propager de baie en baie, enfin de cale en cale, et qui va donner l'occasion de constater que 2 marins sont décédés durant l'accident et un autre décédera de ses blessures environ un mois après. Le navire est forcément abandonné avec un nombre inconnu de conteneurs perdus en mer et une nécessaire évaluation des risques avant de traiter le navire. Alors cette évaluation des risques, elle va prendre très très longtemps parce qu'il faut s'assurer d'abord que le navire est intègre. Donc ça va être fait par l'intermédiaire d'équipes d'évaluation et d'intervention, notamment de la Marine nationale, mais également les Britanniques sont allés dessus, et puis aussi d'autres nationalités, et avec aussi les sociétés de classification, notamment Veritas, BV, s'assurer de la structure du navire. Et on se rend compte que ce navire il flotte. Normalement, il n'aura pas de soucis, comme on l'a vu précédemment pour le Napoli. Là, on est sur un navire qui, malgré le fait qu'il soit HS au niveau de toute sa propulsion, c'est un navire qui, en revanche, est en mesure d'être rapatrié sur un port. Donc, ça, c'est déjà un premier point. Ensuite, on s'assure du fait que ce navire n'enclenche pas des risques au profit à l'encontre des intervenants, d'une part, mais également, une fois qu'il sera arrivé à quai, il faut vraiment s'assurer que cette cargaison soit en état de sécurité maximale. Donc, on va mettre beaucoup de temps à déterminer si oui ou non la cargaison est sécurisée. Et puis, il va falloir aussi trouver un port refuge, un port d'accueil pour ce navire. Et ce qui explique le temps très long qui sera pris pour ça, puisque vous voyez qu'on passe du 14 juillet 2012 au 9 septembre 2012 pour l'arrivée au port de ce navire, donc qui a été accueilli par les autorités allemandes au port de Wilhelmshaven, et un début de transit en mer Manche le 3 septembre, accompagné pour sa première partie par des navires de l'action de l'État en mer français. Je crois que c'était l'Abeille Flandre qui accompagnait à l'époque le navire. Voilà quelques photos de l'état du navire. Vous voyez qu'il a bien souffert, enfin en tout cas sa cargaison a bien souffert. Et on peut rapprocher ça de la question qui a été posée tout à l'heure au commandant Charvy sur l'art et la manière de partager l'expérience entre les commandants de grands ports maritimes dès lors qu'ils sont confrontés à ce type de soucis. Voilà, alors le rôle du CEDRE, hein, c'est toujours, je dirais, le même. Hein, c'est un peu une répétition, mais avec des commandes spécifiques pour ce dossier. Tout à l'heure, ce matin, on vous a parlé de MARICE, d'un dispositif spécifique de l'EMSA, de l'Agence maritime de sécurité européenne, qui a une capacité de fournir une aide très rapide au profit des membres de l'Union européenne et puis des membres de l'EFTA. En l'occurrence, en la matière, l'EMSA a contracté avec le CEDRE un dispositif qu'on appelle donc le dispositif MARICE et qui donne au CEDRE une mission de point focal européen en matière de pollution chimique en mer. C'est-à-dire que tout État qui rencontre une pollution chimique en mer appelle le CEDRE immédiatement dès qu'il a connaissance de la survenance de l'accident et propose et lui demande une conduite à tenir. Et donc le CEDRE, entre une demi-heure et 1 heure, pour donner déjà les premières fiches de sécurité, les premières règles de sécurité à mettre en œuvre pour faire face aux désordres rencontrés. En l'occurrence, là, ce sont les Belges qui appellent le CEDRE.
en lui demandant donc de faire l'étude des 151 boîtes dangereuses. Donc là, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça va nécessiter de mettre sur le pont ici 7 ingénieurs en permanence, H24, pour désosser la cargaison à distance forcément. Et en parallèle, le secrétaire général pour la mer demande au CEDR une évaluation des risques et le préfet maritime de l'Atlantique, lui, sollicite également le CEDR, toujours dans la même période, en partant sur le worst case, hein, c'est-à-dire le cas le plus grave qui pourrait arriver, c'est-à-dire le navire qui se brise, qui se casse en plusieurs morceaux et qui vient à libérer sa cargaison éventuellement contenant des produits chimiques. Donc, pour le Flaminia, le CEDR n'a pas été laissé en reste et a vraiment travaillé beaucoup sur le dossier durant très longtemps. Voilà, les problèmes rencontrés, eh bien, je parlais ce matin de leitmotiv, c'est la misdeclaration. Eh bien, là, on en a vraiment une preuve. Une preuve, c'est que, voilà, on nous dit qu'il y a à bord 151 conteneurs déclarés. Au final, il y en a 153. C'est pas négligeable, c'est quand même une belle différence. On nous dit qu'on a 11 boîtes vides qui sont référencées à bord et on se rend compte que dans ces 11 boîtes vides, on n'a pas 0 gramme, mais on a 60 tonnes de pesticides. On nous dit que dans une autre boîte, on a 1 kg de tétrachlorure, alors qu'en final, on a 5200 fois plus. Voilà, c'est vraiment typiquement le cas d'une misdeclaration, tant en quantité qu'en qualité. Et c'est ce qui va compliquer forcément les opérations permettant de classifier la dangerosité du contenu des conteneurs. Voilà, alors avec aussi des fiches de données de sécurité, MSDS, ce sont les fiches de sécurité hein, qui accompagnent chaque produit chimique, qui sont parfois très très peu détaillées et qu'il va falloir donc également creuser. Il va falloir remonter jusqu'au producteur lui-même pour tenter d'avoir des informations complémentaires sur le produit incriminé. On se rend compte aussi qu'on n'a pas de référence aux dangers pour l'environnement marin, donc il va falloir associer ces critères, notamment je parlais du Guézamp tout à l'heure, la liste Guézamp va rentrer aussi dans nos critères. Vraiment, ce qui était difficile dans cette affaire, c'est l'accès aux déclarations de marchandises dangereuses. Pour nous, c'est ce qu'il faut récupérer le plus vite possible et c'est en général ce qui nous arrive le plus tardivement possible. Et c'est pourtant ça qui va permettre de sécuriser la cargaison et surtout les intervenants qui vont travailler autour du navire. Voilà. On s'est rendu compte aussi, alors on a travaillé pour le Flaminia toujours sur les dérives. La préfecture maritime avait pris comme cas, comme je vous ai dit, on pensait que le navire éventuellement allait se briser. Et nous, on avait demandé à la préfecture maritime de nous donner un scénario sur quoi nous devions travailler. Et il avait été décidé de travailler sur 300 tonnes de PCB qui étaient éventuellement à bord du navire. On n'a jamais su s'il y avait vraiment ces 300 tonnes de PCB ou si c'était juste des déchets ayant contenu PCB. On a travaillé sur ça. Sur les 300 tonnes de PCB et on s'est dit finalement, en retour d'expérience, que c'était peut-être pas une forte bonne idée parce que les PCB, eh ben, ils sont dans des conteneurs, eux-mêmes dans des contenus et lorsque ça part au fond de l'eau, eh bien, il y a une très faible occurrence plutôt que les PCB s'échappent dans l'environnement marin. Et il aurait peut-être été bon plutôt de travailler sur les eaux d'extinction qui ont été utilisées par le navire, parce que ces eaux d'extinction, en revanche, elles contenaient fortement certainement des produits particulièrement dangereux. Quand je vois ce qui s'est passé à Lubrizol, voilà, les eaux d'extinction, quand elles sont au contact de produits dangereux, de produits chimiques, c'est pas de l'eau de source. Hein, donc il va falloir s'assurer qu'il n'y a pas de nocivité pour l'environnement marin. Et là, bon, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait, c'est un des retours d'expérience. Il faut peut-être plus travailler sur ça. Difficulté d'évaluation, je vous ai dit, hein, on n'avait aucune référence à tout ce qui concerne l'environnement marin. Et donc, il a fallu vraiment tâtonner sur l'ensemble des documents qui nous ont été fournis pour déterminer la dangerosité des conteneurs. Voilà.
Je passe au dernier accident qui est le Grande America. Le Grande America, 10 mars 2019, pas en plein Atlantique, puisqu'on est encore dans le golfe de Gascogne, à 140 nautiques au sud-ouest de Pinmar, à peu près au niveau de l'île de Ré, ouais, dans le travers de l'île de Ré, l'île d'Oléron. On a donc ce fameux navire dont le préfet maritime vous a parlé, qui est à la fois un porte-conteneur et un roll-on-roll-off, qui transporte 2000 voitures et 45 boîtes dangereuses avec 850 tonnes de produits dangereux. Un feu dans le navire. Le navire est abandonné, heureusement sans perte humaine, et un énorme incendie qui se propage. En plus, ces navires ne sont pas compartimentés puisque ce sont des rouliers. Et donc, le feu fait rage à l'intérieur du navire. Et on décide d'abandonner les opérations d'extinction du feu parce qu'on a des gros remorqueurs à forte puissance avec des pompes Fifi aux alentours, dépêchés par le préfet maritime qui s'active autour des navires à grands coups de pompes Fifi, mais on se rend compte qu'on a rapidement une carène liquide qui se déclenche du fait du non-compartimentage du navire. On décide d'arrêter. Donc, enfin, quand je dis on, les autorités décident d'arrêter les opérations d'extinction. Le navire, du fait de son incendie particulièrement violent, sombre, et il sombre avec l'intégralité de ce qui reste de sa cargaison par 4600 mètres de fond, avec laissant derrière lui une trentaine de conteneurs à la dérive, dont 6 seront récupérés. Alors là aussi, toujours pareil, on détermine ce qui est dangereux ou pas pour l'environnement marin. Là, on a la chance d'accéder à une compagnie qui est très réactive, Greimandier Lines, qui nous donne très très vite accès au manifeste de cargaison, avec cependant après des déclarations des marchandises dangereuses plus difficiles à obtenir parce qu'il faut aller les récupérer auprès des chargeurs, etc. Donc ça prend un peu plus de temps. Mais dans l'ensemble, on a quand même un armateur qui coopère très très bien. Mais on est dans le flou le plus total parce qu'on a assisté à un navire qui coulait avec un énorme incendie en pontée, un énorme incendie à l'intérieur, et on ne sait pas ce qui a brûlé finalement. On ne sait pas ce qui est parti au fond de l'eau, et c'est vraiment toute l'interrogation. Ce navire est vraiment une énigme pour nous. On ne sait pas avec quoi il est parti au fond de l'eau. On espère qu'il est parti avec un maximum de produits dangereux qui a généré malheureusement une pollution atmosphérique, mais on est quand même assez loin des côtes françaises. Mais on espère qu'en tout cas, il y a eu très peu de produits chimiques à partir au fond de l'eau. Il est quand même parti avec son fuel de propulsion. Son fuel de propulsion alors je l'ai mis entre parenthèses, qui a nécessité chez nous l'activation du comité de dérive en collaboration avec le CHOM, avec Météo France, avec Ifremer et la Marine nationale le Cèdre, parce que ben, voilà, il y avait cette pollution résiduelle liée au fuel de propulsion, cette pollution résiduelle qui n'a que très 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 rarement touché les côtes françaises. Le navire est actuellement au fond de l'eau, colmaté, avec voilà, quelques petites fuites très sporadiques, me semble-t-il, mais vraiment rien de grave pour l'instant. Voilà, le retour d'expérience. Alors, il y a des plus et des moins. Le plus, c'est, je vous en ai parlé, le suivi des conteneurs en mer. C'est quelque chose qui s'améliore au fil du temps, je dirais, à cause ou grâce, c'est dommage de le dire, grâce aux pollutions. C'est plutôt à cause des pollutions qu'on arrive à affiner notre suivi des conteneurs en mer. Hein. On améliore le système MOTI. On travaille aussi sur, notre réseau d'experts. Notre réseau d'experts est particulièrement important et on l'entretient en permanence pour pouvoir justement faire les analyses croisées afin de pouvoir être en contact facilement avec les producteurs de substances nocives potentiellement dangereuses. Quand on parle entre chimistes, c'est beaucoup mieux que quand un policier parle à un chimiste, par exemple. Donc, on arrive à avoir des informations qui n'auraient peut-être pas été confiées spontanément à une autorité. Mais en passant par les experts de la chimie, eh bien, ça permet de dérider, ça fait un peu icebreaker, et ça permet d'avoir des informations qui sont importantes. Et donc, c'est pour ça que je souligne l'importance du milieu d'expertise en matière de pollution maritime par produits chimiques ou hydrocarbures. Les difficultés, elles ont déjà été évoquées. Hein. C'est surtout la difficulté de mesurer l'impact environnemental des boîtes qui partent à l'eau, du fait de la difficulté à obtenir les déclarations précises de ce que contiennent ces conteneurs. Une autre chose importante en point positif, c'est l'excellente collaboration qu'on a avec des services de l'État
pour tout ce qui concerne les exercices que l'on mène, hein, les exercices qu'on appelle les exercices Polmar, qui nous permettent vraiment d'accorder les violons et de prendre vite place dans les cellules de crise des autorités, tant maritimes que terrestres, hein, d'ailleurs, hein, puisque nous participons aussi beaucoup et nous prenons souvent la direction des exercices Polmar terre aussi au sein des préfectures. Voilà, ça c'est le fait d'avoir du drill, hein, voilà, d'entretenir régulièrement nos compétences permet de réagir plus sereinement. J'insiste enfin sur nos outils au CEDRE, mais je pourrais aussi parler de ceux du LASEM. On a de très très bons outils, notamment en dérive, hein, je le répète, mais on a aussi un laboratoire qui est particulièrement efficace pour détecter la présence de pétrole ou de produits chimiques, mais également pour le caractériser, pour déterminer son point éclair, son degré de viscosité, bref, tout ce qui caractérise, hein, ce qu'on appelle les fingerprints du pétrole. Donc tout ça, ou du pétrole ou du produit chimique. On a aussi un drôle de logo qui s'appelle le polydrome que vous voyez en bas sur la gauche, qui va représenter à l'échelle pilote ce qui se passe en mer ou à terre ou dans une rivière d'ailleurs. Hein, c'est-à-dire que c'est un cercle, enfin un ovale de 12 mètres de long dans lequel on va mettre de l'eau, soit glacée, soit chaude, soit tempérée, suivant l'exercice que l'on rencontre, enfin suivant l'accident que l'on rencontre. Et on va y adjoindre du vent avec une grosse soufflerie, on va y adjoindre de la houle avec un batteur de houle, de la lumière UV avec des projecteurs bleus que vous voyez sur la photo, et une grosse hélice qui va générer un courant marin. Et donc, ça nous permettra d'accélérer le vieillissement du produit chimique ou de l'hydrocarbure. On fera subir aussi des pires outrages à des bestioles, éventuellement, s'il y a besoin, pour des produits chimiques, avec notre bandée d'écotoxicologie, qui nous permet de déterminer les doses de létalité sur les vivants. Hein. Donc, on va utiliser soit des bivalves ou aussi des petits poissons, hein, que l'on maltraite, mais c'est pour le bien de tous. On a aussi sur la droite notre colonne d'expérimentation, une colonne d'eau, qui nous permet aussi d'injecter des produits chimiques à l'intérieur, d'étudier leur comportement lorsqu'ils remontent en surface, par exemple. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation.